Alors, Alexander Emon, Un monde de ciel et de terre, un roman foisonnant, comme on dit, qui nous emmène en 1914, en juin 1914, à la rencontre de Rafael Pinto et d'Osman Caristi, on dit Caristi. C'est une histoire folle qui se passe pendant la guerre. On va en parler dans un instant, mais j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur Alexander Emon. Qui est cet auteur et ce qu'il représente dans le paysage littéraire? Alors, Alexander Emon a 58 ans. Il est natif de Sarajevo. C'est important de le mentionner. Sarajevo étant une ville tout à fait cosmopolite, un carrefour. On peut aller jusqu'à une tour de Babel. L'Empire ottoman, une communauté juive importante, une communauté chrétienne aussi. Et on va dire que c'est la ville aux 1000 mosquées, temples, églises et synagogues. Et Pinto est originaire, enfin de par son père est d'origine juive ukrainienne, sa mère serbe de Bosnie. Et il pratique le ladino, ou plutôt le spagnol. Dans le livre, vous verrez qu'on parle du spagnol, mais c'est la même chose, ou presque. Et c'est un élément important, je vais y revenir. Mais parce que sinon, je vais oublier de vous dire que Alexander Emon est vraiment un homme orchestre. Il est auteur, il est critique, il est scénariste, il a coécrit le scénario de Matrix Resurrection. Il est musicien sous le nom de Cielo Emon. Et il est aussi prof d'écriture créative à l'université de Princeton. Donc il a pas mal de cordes à son arc. Et j'en reviens maintenant à la langue parce que c'est important et c'est quelque chose qui va nourrir tout le récit. Dès la première page, quasiment, le contrat de lecture est clair. Est-ce que le lecteur va s'y faire? Moi, je vous garantis que vous allez vous y faire, puisque vous allez trouver des mots en espagnol, en turc, en allemand, en russe, et éventuellement d'autres aussi, peut-être en chinois, je ne me souviens plus. C'est comme ça, la traduction. Quand on a terminé, on passe à autre chose. C'est toujours là, mais quand même. Et le lecteur, je ne peux pas vous dire, même le traducteur est un peu désarçonné au début, mais se récupère vite. Et ça contribue au charme important de l'ouvrage. Alors, je le disais, nous sommes en juin 1914 à Sarajevo. Pinto est apothicaire et c'est le moment où l'archiduc François Ferdinand arrive à Sarajevo. Évidemment, on devine que ça va être un Big Bang historique. Il a une vie... comme tout un chacun, réglé, prédéterminé d'une certaine manière. Et puis, comme tout le monde, il va basculer dans la guerre et dans un monde chaotique. Mais dans ce chaos, on va le retrouver dans les tranchées, dans ce chaos de la guerre, va naître une histoire d'amour folle. Folle au sens de l'intensité, au sens aussi de la transgression, puisque c'est une histoire d'amour homosexuel avec un homme qui s'appelle Osman, qui lui est musulman, donc double transgression. Et on va suivre ces deux personnages à la fois dans leur passion amoureuse, mais aussi dans la manière dont ils vont réussir à survivre, non seulement de corps, mais aussi, j'allais dire, d'âme et d'esprit, c'est-à-dire qu'ils vont protéger leur humanité à travers cet amour, n'est-ce pas? Oui, ils sont emblématiques de la condition des migrants, des exilés. Effectivement, j'ai oublié de vous mentionner le fait que Emon a quitté Sarajevo en 92 pour un court séjour aux États-Unis. Pas de bol, la ville s'est retrouvée assiégée et Emon est resté aux États-Unis et il est maintenant américain. Mais pour en revenir donc au massacre, enfin à l'assassinat de Sarajevo, c'est le coup de cymbale
Et vous avez dit tout à fait justement le basculement du monde. L'histoire d'amour, mais on découvre immédiatement que ça va aller au-delà de l'histoire d'amour. Et c'est en ce sens, vous avez raison de dire que c'est un roman foisonnant, parce que Aemon va brasser des tas de sujets. Donc il y aura des tas de niveaux de lecture extrêmement riches. C'est un livre dont on sort plus riche. Alors, l'autre particularité d'Osman, c'est que c'est un formidable conteur. C'est-à-dire que tout le livre est habité à la fois, vous parliez de plusieurs niveaux de lecture, c'en est un, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire, les chevaux qui se déroulent, et puis il y a les histoires dans l'histoire qui sont racontées par Osman. Pourquoi ces histoires, ces contes sont si importants dans le livre ? Je dirais, parce que là c'est au débeauté, je dirais que ça contribue du côté magique du livre. Et on est sans arrêt embarqué. Je ne peux pas vous en dire trop parce que je ne veux pas gâcher votre plaisir de lecture. Ce sera à vous de le découvrir. Mais tout le roman est irrigué de ce côté magique. Alors, la magie qui sort par les contes, qui est aussi dans une ambiguïté aussi du récit d'Alexander Aemon lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des moments, pareil, sans en dire trop, où on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans le songe. Et puis, vous vouliez dire quelque chose ? Non. Et puis, c'est une histoire aussi sur la transmission. Parce que vous parliez de l'exil et de ces gens qui sont déracinés, mais qui dit déracinement dit aussi la question de la mémoire et de la transmission, n'est-ce pas ? Oui, c'est reflété par la langue, c'est reflété par les histoires qui sont transmises, celles qu'Osman a pu passer et que Pinto reprend à son tour et qu'il va confier à leur fille, parce que de leur histoire va naître une fille. Vous découvrirez comment, là aussi. Et c'est cette fille qui va être le porteur de l'histoire et qui va nous mener jusqu'au bout de l'histoire. Aemon, finalement, endossant le rôle du conteur. Là encore, on a plusieurs niveaux de passage. On parlait de l'intensité de cette histoire d'amour. Ce qui frappe aussi, c'est que comme on est en temps de guerre, tout est exacerbé, dont l'amour aussi, parce qu'en fait, cette histoire d'amour ne dépend pas seulement de la volonté des gens qui s'aiment, elle dépend aussi de la vie et de la mort, c'est-à-dire que leur vie est en danger à chaque instant. Ils doivent se sauver l'un l'autre. Et du coup, ce contexte de la guerre donne une toute autre dimension à l'histoire d'amour. Oui. Mais c'est à travers tout. C'est difficile, en fait. Ce n'est pas un roman que l'on peut résumer. La guerre va servir de prétexte aussi, ou de cadre, pour nous aider à mieux découvrir toutes les épreuves auxquelles les migrants sont confrontés. La guerre, la mort, et quand il n'y a pas la mort, la souffrance, le malheur, la faim, le fait de se retrouver sans identité aucune. Et comment est-ce qu'on se sort de là ? C'est un questionnement sur l'humanité, sur la condition humaine. C'est l'histoire aussi de la fin d'un monde et comment, à travers la création littéraire ou le conte ou la transmission d'histoire, on préserve quelque chose pour que tout ne soit pas perdu. C'est une question très maligne. Bravo. Une question qui n'en est pas vraiment une, pardon, mais qui est passionnante parce que effectivement, c'est en particulier dans l'épilogue du roman qu'on retrouve cette réflexion très personnelle de Aemon sur ce qu'est la création littéraire, les problème auquel lui-même a été confronté quand il a écrit sur Sarajevo, alors qu'il n'y était plus. Mais la question de la création, effectivement, a porté tout le roman.
Pour vous, en tant que traductrice, quel a été peut-être le plus grand challenge? Vous parliez tout à l'heure de la langue très particulière, etc. Est-ce que ça a été complexe ou au contraire, est-ce que vous êtes très vite rentré dans cette langue étrange et que vous l'êtes appropriée? Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés de traduction? Oui, mais il y en avait beaucoup. Et alors, en fait, un traducteur, c'est un peu comme un comédien. Il change de registre, il est obligé de s'adapter. Enfin, tu t'adaptes ou tu crèves, c'est simple. Et donc, il faut se faire à la langue de l'autre. Alors, en premier lieu, ce métissage de la langue m'a un peu déconcertée, mais ça, ce n'était qu'un premier niveau. Il y a toutes les recherches historiques, et Eamon a fait énormément de recherches. Je sais qu'il est allé à Shanghai aussi pour se documenter. Shanghai posait un problème parce qu'on a des photographies, je dirais, de Shanghai en 27, en 32, en 39 et en 49. Donc 27-32 avec les différentes avancées japonaises, 39 la Seconde Guerre mondiale, 49 l'arrivée des communistes. Donc j'ai un peu de culture, je connais un peu de trucs, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Hein. Donc à ce niveau-là, tu es obligé de chercher vraiment beaucoup. Et c'était important. Bon, les descriptions de la guerre aussi, description des canons, je ne suis pas un cador, là. Donc là, encore une fois, on a intérêt à faire attention à ce qu'on écrit. En même temps, c'est une langue extrêmement poétique, hein, qui dit conte, dit aussi manière de raconter. Il joue beaucoup avec ça. Il y a de la poésie, il y a quelque chose du conte oriental aussi. On le lit comme un conte, en fait. Hein. La magie est présente à tout moment. Oui, tout à fait. C'est un plaisir. Et si vous trouvez le roman de Eamon en français, si vous le trouvez beau, j'en serais ravie. Et tout l'honneur va à Alexander Eamon. Un immense merci, Michel Albaré-Match, pour la traduction d'abord de ce livre, Un monde de ciel et de terre, et pour cet échange et les éclairages de lecture. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.